commencer sur Andrea, merci. En rapide introduction, je voulais vous dire un mot sur ce que j'appelle moi le triangle d'or de l'unité. On a beaucoup parlé du triangle d'or de la biodiversité. Cette structure, le fait qu'on ait sur notre territoire une biodiversité exceptionnelle, on va le voir ce soir, et c'est, je crois, su par tous les habitants de ce territoire. Et moi, je ferai un petit parallèle par ce que j'appelle le triangle d'or qu'on a constitué, c'est-à-dire, je trouve que quand les citoyens se mettent en marche pour défendre leur identité, leur territoire, ce qui fait leur jardin, leurs églises naturelles, et qui s'associent aux organisations professionnelles, agricoles, au monde associatif, et qui sont dynamisés par le monde politique, je trouve qu'on a une force exceptionnelle et qu'on est les plus forts du monde quand on arrive à constituer ce triangle-là. Voilà, donc je pense qu'on l'a constitué sur ce projet, et je pense que c'est important pour les fois prochaines également de montrer que quand on veut et quand on arrive à associer comme ça nos volontés, on arrive à faire des choses très très intéressantes. Voilà. Alors je vous le disais tout à l'heure, je ne vais évidemment pas les nommer, vous avez des centaines d'organisations, évidemment le collectif, les gestionnaires d'espaces naturels dans leur totale exhaustivité, le monde culturel et éducatif, le monde économique, les organisations professionnelles et les associations nationales aussi qui nous rejoignent, et il y en a encore qui sont là pour nous soutenir. Le programme de ce soir, donc je passe assez rapidement. On va faire le point sur le projet. On n'a pas tous peut-être le même niveau d'information sur là où on en est de cette ligne. Nous verrons en visioconférence, nous aurons l'échange avec Clémentine Baldon et Louis Coffnard, qui sont les avocats que nous avons identifiés pour nous défendre et envisager des pistes juridiques par rapport à ces dossiers. Jocelyn Champanon de la Tour du Val nous parlera plus d'IV. Quelque chose d'assez exceptionnel qui se tient pour la première fois en Camargue, c'est l'alerte rouge qui nous sera présentée par Laurent Patel de l'association Nassica. On verra ensemble quelques points économiques parce que j'ai tenu, le collectif tient à faire en sorte également de vous parler de l'angle économique de notre territoire. C'est souvent l'angle mort, on parle biodive, on parle espace naturel, mais on ne parle pas forcément emploi, économie, et on est aussi territoire créateur de richesses et de valeur ajoutée, et j'ai pensé que c'était important d'en parler. Et puis on finira sur le temps le plus long, sur la mise à jour de la solution alternative qui sera présentée par Michel Perronnet et Jean-Laurent Lucchesi, avant de laisser le mot de conclusion à M. de Carolis. Voilà, donc le point sur le projet, assez rapidement. Donc le 27 septembre dernier, c'est assez récent, l'annonce de ce qu'on appelle le FMI, le fuseau de moindre impact, a été faite en préfecture par le préfet. Et c'est, vous le voyez, le fuseau ouest qui a été retenu sur les 8 variantes possibles. Je vous rappelle qu'il y avait, on va dire rapidement, une variante ouest et une variante est, et vous aviez des sous-variantes qui pouvaient partir de l'ouest en est comme ça. Au total, on en avait 8. Et c'est finalement la variante ouest qui a été retenue par le préfet et les équipes de RTE. Elle part de Jonquière à Saint-Vincent dans le Gard. Elle traverse les impacts le parc naturel de Camargue sur à peu près une quinzaine de kilomètres, et donc la réserve de biosphère de Camargue. C'est sur l'ouest ici. Elle passe en traverse comme ça, à peu près entre Raphaël et Bastidère, à peu près à hauteur de l'école du domaine du possible, pour ceux qui connaissent, c'est pas loin des marais de Mirame, et vient ici couper en deux la réserve naturelle nationale des Coussous de Pro sur la RN 568, sur la grande ligne droite, les pylônes devant se placer notamment au milieu, et constituant du coup une barrière catastrophique pour les oiseaux et pour la biodiversité. Cette ligne aérienne, évidemment, ce fuseau colle et sur les exploitations, on va en parler ce soir, il est dévastateur pour nos paysages,
pour notre identité culturelle, notre économie. On vit de ce territoire, notamment sur les logiques agricoles et tourisme. On crée la richesse que l'on consomme ici. Ces 4 sites Natura 2000 qui seront impactés, le parc naturel régional de Camargue, la RRN de Découssou-Boutreau, site Ramsar zone humide, et puis une réserve de biosphère. Évidemment, ce projet en l'état, vous l'aurez compris, on l'a rejeté. Alors, on a dit qu'on préfet qu'on ne le voulait pas, en l'état aérien. Ni ici, ni ailleurs. Et de ce fait, permettez-moi également de remercier nos amis des Alpilles, qui se sont battus à un moment donné pour que la ligne passe pas chez eux. Et ils sont toujours là, en soutien, le parc et d'autres acteurs dans les Alpilles, dans ce combat qu'on est en train de mener. Et donc, ils ne nous ont pas lâchés, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. On avait peur, à un moment donné, que ça se passe ainsi, mais les Alpilles sont toujours solidaires aux Cravins, aux Camarguais et aux habitants de la Terre-Arance. Par les actions qu'on a menées, ah d'accord, on fait des signes, d'accord, donc on accueille Séverine de la Mira, la maire de Saint-Martin-de-Croix, et M. Taché de la Pallerie, député de l'entreprise sociale. Bonsoir Séverine, merci pour ton soutien, toi aussi, depuis le début, puisque vous étiez les tout premiers à voter une délibération en conseil municipal contre ce projet. On a obtenu des acquis du fait de notre mobilisation, des efforts du collectif vis-à-vis du préfet, et notamment ce qu'on appelle la saisine du Conseil national du débat public sur l'ensemble des projets qui existent sur le territoire. Alors vous le savez ou vous ne le savez pas, aujourd'hui, entre Fos, Arles ou l'est du territoire, il y a à peu près 31 projets qui existent. Et ces 31 projets sont vus à chaque fois de façon complètement verticalisée et sillonnée. Ce qu'on a demandé au préfet, c'est une vision globale de l'ensemble de ces projets. Pourquoi? À quoi servent-ils? Et puis surtout, de travailler ce qu'on appelle les effets cumulés. Donc on va associer les effets cumulés sur l'économie, sur l'agriculture, sur la biodiversité par rapport à ces projets-là. La saisine de la CNDP, on l'a demandé dans cette salle même, au tout début, même au commencement du projet, quand on était à la réunion au musée d'art antique, il y a plus de 1 an. Il y a plus de 1 an qu'on demande un garant d'un débat public, démocratique, au sein duquel tous les citoyens seront associés à la démarche. Parce que, vous ne savez peut-être pas, il y a encore des gens qu'on voit tous les jours qui ne sont pas au courant du fait, sans mauvais jeu de mots, qui est une UTHT qui va passer sur le territoire. Donc, premier acquis. Le deuxième acquis, c'est l'étude contradictoire sur les possibilités d'enfouissement total ou partiel. Jusqu'à maintenant, la RTE nous disait que ça n'était pas possible d'enterrer les câbles ou de les ensouiller, c'est-à-dire le mettre dans le Rhône, à hauteur d'arbre. Là, ils nous disent qu'une étude va être menée, et donc on a un espoir qu'enfin, ces solutions-là soient analysées. Troisième avancée, c'est l'étude sur les besoins énergétiques de la zone industrielle-portuaire de Fos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, RTE est en capacité de monter un projet avec, je vous rappelle, 180 pylônes de 60 à 80 mètres de haut, sans une véritable analyse des besoins des industriels de la zone. C'est ce qu'on demande de nous. Pourquoi tirer ces câbles? Pour quelle filière? Pour quelle entreprise? Pour on a quel besoin? Et cette demande-là va être réalisée, cette étude-là va être réalisée par les services de l'État. Et enfin, le dernier point, c'est un travail avec le monde agricole ça c'est plutôt une demande de RTE, ce n'était pas vraiment la nôtre, mais c'est une proposition de RTE pour offrir des lignes de moindre tension au niveau de nos territoires. C'est-à-dire que RTE nous dit, on comprend bien que les lignes 400 000 volts vont saccager vos espaces et vos territoires. En contrepartie, pour 1 km de ligne, je vous rappelle qu'il y en a 65, 400 000 volts, on va enterrer 1 km de ligne 63 000 volts. Sauf que ça n'a pas du tout de sens, c'est pas la même logique de compensation, mais en tout cas, il y a une proposition du préfet
pour travailler sur ces logiques-là. Les agriculteurs, je vous laisse imaginer, ne sont pas super d'accord. Donc des acquis, mais une vigilance et des actions, on va le voir. On a pris deux avocats qui vont nous accompagner. On a lancé le 2 décembre une alerte rouge. On va vous en parler tout à l'heure. On a toujours le soutien des politiques locaux et on s'en félicite. On a toujours les citoyens qui sont avec nous. Vous en faites la preuve ce soir. Vous êtes très nombreux et nombreux à nous soutenir, à venir à nos réunions, à discuter avec nous les jours de marché ou autres. Et puis, évidemment, on avance sur les logiques de solutions alternatives avec ce qu'on va vous proposer tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fini pour ma partie. Ce que je vous propose maintenant, en essayant de faire l'exercice périlleux de se connecter à Zoom en visioconférence avec nos avocats, s'ils sont là, parce que j'avais dit 19h, j'espère qu'ils seront là. Mais avant, j'appelle Sébastien Mabille, qui est l'avocat conseil du collectif Site d'avocats, qui va présenter la démarche. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Sébastien Mabille, je suis avocat en droit de l'environnement, mais je vis dans le fuseau de la future ligne RTE, donc je ne pourrais, à titre professionnel, défendre ce dossier. C'est pour ça que nous avons choisi les meilleurs de nos confrères en cette matière. Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux. Donc, avant le contentieux, ce que nous souhaitons et ce que nous réclamons depuis désormais des mois, c'est un débat public impartial, transparent, démocratique. Et ce débat public ne peut être organisé que sous l'égide d'une autorité administrative indépendante qui s'appelle la Commission nationale du débat public. Les projets de ligne très haute tension de 400 000 volts sont normalement tous soumis obligatoirement à un tel débat public sous l'égide de cette commission. Ça a permis, par exemple, pour la liaison électrique entre la France et l'Espagne, qui passe par les Pyrénées-Orientales, de transformer le projet de ligne aérienne initiale qui avait été présenté par la RTE. C'est lors du débat public, lorsque tous les représentants du territoire des Pyrénées-Orientales ont pu faire valoir ses richesses et l'incohérence de ce projet, qu'à la suite de ce débat public, l'État a demandé à la RTE de revoir sa copie et qu'aujourd'hui, cette ligne existe, mais elle est enterrée et elle ne défigure pas ce beau département des Pyrénées-Orientales. Ce débat public, le préfet nous l'a promis, mais nous pouvons avoir un certain nombre de craintes. D'une part, parce que déjà le précédent gouvernement de Gabriel Attal avait envisagé de supprimer la compétence de la Commission nationale des débats publics pour les projets industriels, et d'autre part, parce que la veille de la censure du gouvernement Barnier, ce gouvernement a mis en consultation un projet de décret visant à faire sortir du champ de la Commission nationale du débat public l'ensemble des projets industriels et donc de nous priver ici d'un tel débat public. On peut également regretter que les deux députés du territoire, Emmanuel Pachet et Johan Guillet, aient également déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui vise à supprimer la Commission nationale du débat public, tout simplement, alors que c'est la seule entité qui nous permet d'avoir un débat transparent et indépendant. Donc, si nous n'avons pas ce débat, nous irons contentieux contre la déclaration d'utilité publique, et ce qui me permet d'introduire les deux confrères que nous avons choisis pour représenter les 32 associations membres du collectif. Clémentine Baldon, qui est avocate au barreau de Paris, spécialiste du droit de l'énergie, du droit européen, du droit international, qui a été notamment l'une des avocates qui a fait condamner l'État français pour ce qu'on appelle l'affaire du siècle, pour sa carence en matière d'action climatique. Et également Louis Coffard, qui est également avocat au barreau de Paris, qui lui a fait condamner l'État français également en matière de pollution de l'air, avec des astreintes importante de plusieurs dizaines de millions d'euros, et qui a également contribué à l'animation d'un certain nombre de projets d'aménagement. Je pense notamment que c'est lui qui avait également participé avec succès au contentieux contre la bioraffinerie de la Med, portée par Total dans la région.
Voilà, donc Louis et Clémentine, je vous laisse la parole pour présenter les actions juridiques et ce que nous envisageons de faire si, encore une fois, on nous privait d'un tel débat. Le son. Le son. Le son. Oui, le son. Elle n'a pas mis son micro. Clémentine met son micro. Oui, je vais essayer de parler en premier. Merci infiniment pour l'invitation. J'espère qu'au niveau du son, ça fonctionne bien. N'hésitez pas à me confirmer que tout va bien. Oui. C'est parfait, on t'entend bien. Ok. Très bien. Merci infiniment pour l'invitation. Bien évidemment, nous prendrons le temps de nous déplacer pour venir vous voir en personne. Mais c'est vrai que c'est très commode quand même de pouvoir organiser une vidéoconférence à cette période de l'année dans ces circonstances. Donc effectivement, merci pour le rappel et la présentation. Je vais pour ma part vous faire un très bref état des lieux, peut-être un petit rappel même de ce qu'on a déjà fait avec Clémentine pour le collectif des riverains armes de la plaine de la Pau, pour lesquels nous avions déposé des observations dans le cadre de la commission, pas la commission d'enquête publique, mais dans le cadre de la procédure de concertation, concertation extrêmement litigieuse et controversée, et dans laquelle nous n'avons pas manqué d'analyser et de dénoncer les faiblesses du cadre juridique. On n'aura bien évidemment pas le temps de détailler, mais qui repose principalement, vous savez déjà, sur la faiblesse du caractère dérogatoire, notamment à l'étude d'impact, au regard particulièrement, mais pas seulement, du droit de l'environnement. Donc, on a déjà un petit peu évoqué ces faiblesses, et maintenant peut-être trois éléments rapides. Le premier sur le calendrier, parce que à la lecture du dossier de concertation, il y a beaucoup de flou en fait. Le dossier est simplifié, mais il est simplifié à l'extrême, au point qu'on ne comprend pas vraiment. Quand on est simple lecteur et même connaisseur, en vérité, on a des gros points d'interrogation. Un deuxième point sur les principales caractéristiques de la décision qui nous attend, ou des décisions qui nous attendent, vraiment de manière très résumée pour voir un petit peu les enjeux. Et un troisième et dernier point très rapide sur la manière dont le contentieux de la déclaration d'utilité publique, malgré les spécificités dans lesquelles celle-ci va s'inscrire, si toutefois elle est adoptée, hein, puisque ce n'est pas encore le cas, comment celle-ci va commencer le DUP, et cette DUP très spécifique parce que c'est un raccordement de ligne électrique et parce que c'est dans un cadre très dérogatoire que celui de la loi APER que nous connaissons, comment on va l'articuler avec votre mobilisation. Voilà. Donc, tout d'abord, sur le calendrier, le dossier de conservation semble quand même assez flou, puisqu'on nous dit que c'est pour un dossier de DUP, et puis qu'après, il y aura un certain nombre d'autorisations qui devraient s'ensuivre. C'est pas évident à comprendre, mais de manière très synthétique, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il faut s'attendre à ce qu'il y ait une autorisation du ministre qui autorise une dérogation à l'obligation de faire une étude d'impact. D'accord? Donc l'étude d'impact environnemental, c'est le fait de faire un dossier complet qui permet surtout de lancer la séquence de la pierre angulaire du droit de l'environnement, la séquence éviter, réduire, compenser, qui permet de justifier les atteintes à l'environnement et de justifier pourquoi est-ce qu'on essaie d'en faire le moins possible. En termes d'atteinte à l'environnement, on les évite, on les réduit, on les compense. Et donc, il faut s'attendre à cette autorisation du ministre qu'on pourrait attaquer directement. Et également, il faut s'attendre, une fois que cette décision sera tenue, à ce que s'ensuive la déclaration d'utilité publique, qui, au regard de l'ampleur du projet, devrait, de ma part, être adoptée par le Premier ministre, comme c'est le cas des LGV, par exemple, voilà, les DUP qui traversent des grandes distances et plusieurs départements de cette importance-là sont généralement adoptés par le Premier ministre. Peu importe. Une autre spécificité qui est liée au cadre de la loi APER et de ces décrets d'application, on va parler, mais on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, c'est aussi le fait que cette DUP vaudra une autorisation du code de l'énergie qui est requise. Voilà. Donc, on aura une distance du ministre, un dossier de DUP vide
s'il n'a pas d'étude d'impact, en tout cas du point de vue du droit de l'environnement, il y aura des justifications. Et il faudra encore, a priori, sous réserve de vérification, parce que le dossier ne le dit pas, mais a priori, il faudra d'autres autorisations, et notamment des autorisations environnementales, au titre de la loi sur l'eau probablement, et des dérogations espèces protégées, puisque c'est ce que signifie le dossier, notamment page 95 de concertation. Il le dit bien, et c'est vrai que la lecture du cadre juridique, c'est bien pour la DUP, qui peut valoir l'autorisation du Code de l'énergie. Après, il est possible, effectivement, que toutes ces autorisations fassent l'objet d'une dispense, la même dispense d'études d'impact qui est un gros problème. C'est la dispense d'études d'impact. Un mot maintenant très rapide sur les caractéristiques du DUP. Donc, de manière, encore une fois, très résumée, c'est un contentieux du bilan. Ça veut dire que le juge a des plateaux très larges dans sa balance et qu'il va peser le pour et contre, les avantages et les inconvénients, donc les avantages avancés, prétendus en termes de sécurisation de l'approvisionnement électrique, en termes de décarbonation de l'industrie, etc. Et les inconvénients, à savoir les atteintes à l'environnement, à la biodiversité, les atteintes aux terres agricoles, les atteintes paysagères. Donc, je fais très rapidement, je passe sur les inconvénients, ils sont nombreux. Et ça veut dire que, en termes de mobilisation, il est très très important de nourrir le dossier, de s'adjoindre des services de toutes les expertises possibles, qu'elles viennent de nos forces à nous, ou qu'elles viennent d'autres expertises extérieures. À chaque fois qu'elles sont pertinentes, elles peuvent venir s'insérer dans le dossier pour essayer de démontrer que le bilan de l'opération il est négatif. Et ça, c'est quand même très intéressant. Vous soulignez, comme on le rappelait tout à l'heure, les DUP peuvent être annulés. Donc, évidemment, on a déjà obtenu l'annulation et même la suspension en référé de DUP. Il y en a beaucoup d'autres, beaucoup de rejets aussi sur les LGV. On a fait des recours sur les LGV, on avait été rejetés aussi. C'est parfois très difficile, mais on a toutes les raisons du monde de rester optimiste. En tout cas, théoriquement, le Conseil d'État peut annuler en dernier ressort ce type d'autorisation. Il l'a fait dans les ordres du gouvernement. Vous savez probablement, pour une ligne de ski, je sais si exactement ce type-là, mais enfin, porté par EDF à l'époque, en 2006. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce sera très stimulant et très intéressant de travailler ensemble. Ce sera vraiment un travail d'équipe, parce que, il faudra sélectionner les arguments, il faudra être très technique sur le cadre difficile qui est celui d'une réforme avec des dérogations dont la conformité au droit de l'Union sont extrêmement douteuses, et continuer comme ça. Et je vais laisser la parole à Clémentine pour la suite de cette exposé. Merci Louis, bonsoir à toutes et tous. Ravi d'avoir l'occasion de vous rencontrer, même si c'est qu'à distance. Donc, dans la suite des voies contentieuses possibles, donc, on est ravis de pouvoir représenter le collectif contre ce projet. Le cœur du contentieux sera donc le contentieux de la DUP que je vous ai présenté. On identifie déjà, on avait déjà identifié le stade de la concertation, et on va encore creuser, mais d'autres voies d'action que vous avez également mentionné. La première, en plus donc, de cette balance globale du DUP, c'est une potentielle non-conformité de la dérogation à l'évaluation environnementale, notamment à la fois aux conditions qui sont posées par la loi. C'est la loi AFER qui visait à permettre l'accélération de la production d'énergie renouvelable, et donc son article 27 permet, dans certaines circonstances, de dispenser les projets d'une évaluation environnementale et aussi de dispenser plein de projets d'une concertation préalable sous l'égide de la CNDP. C'est ce qui semble se dessiner ici, puisque la concertation préalable est faite et on s'apprête à une dispense d'évaluation environnementale. Donc ce cadre dérogatoire, d'ores et déjà, on peut constater qu'il pose certaines conditions, puisque la loi AFER prévoit que seulement certains projets peuvent être éligibles, et notamment une des conditions, c'est que ces projets doivent
dérogation qui vont concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d'installations industrielles, en fixant certains seuils. Et aujourd'hui, au cas présent, on voit qu'on parle de moins en moins de la décarbonation de Fos-sur-Mer, mais davantage d'autres considérations comme la sécurisation de la région, du développement des espaces sanitaires, etc. Donc, tous ces éléments qui, bien sûr, vont devoir être creusés, on verra comment ça évolue, mais cela tendrait à mettre en cause d'urgence justement à créer cette énergie sans cette évaluation et donc en recourant des procédures dérogatoires. Donc cela sera certainement au cœur de nos analyses. Ensuite, on a toujours sur cette même dérogation la question qui se pose sur la conformité au droit européen, puisque au droit européen, il y a une directive importante sur l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement, et même le droit français en tant que tel, et notamment celui qui va permettre de classifier le projet comme un projet qui serait éligible à cette dérogation, pose aussi tout un nombre de questions sur est-ce que cela est conforme au droit européen. Et donc, de manière générale, la stratégie contentieuse qu'on commence à travailler, on peut avoir un aspect de français très important, et également donc, cet aspect aussi au droit européen, et au droit européen, d'autres textes, comme par exemple le règlement européen de l'exploitation de la nature qui a été adopté récemment, va aussi être regardé pour identifier de potentiels non-conformités. Au-delà même du droit de l'Union européenne, le droit international et les conventions aussi font poser un certain nombre d'engagements sur l'état d'obligation. Et donc, on a déjà identifié des objectifs, par exemple la Convention de Barcelone sur la Convention pour la protection de la mer en Méditerranée contre la pollution, notamment un de ces protocoles, d'autres de ces protocoles, celui sur la diversité biologique, qui pourrait permettre aussi de saisir le compliance committee, le comité des conformités, des potentiels impacts du projet, notamment parce qu'il pourrait, en matière de biodiversité, entraver les efforts de conservation d'autres États européens. Et de même, d'autres conventions comme la Convention de Berne pourraient aussi être explorées pour ainsi on identifie clairement des incompatibilités entre le projet et ses effets sur l'environnement notamment, et les espèces protégées, et les engagements que la France a pris dans le cadre de ces conventions internationales. Certaines instances, aussi comme l'UNESCO, sont des instances auxquelles on pourrait écrire, et bien sûr la Convention européenne de manière plus large. Donc, à ce stade, on a bossé un tableau assez synthétique des pistes, des voies contentieuses. En tout cas, on est déjà assez mobilisé, puisqu'on a déjà travaillé avec lui sur la première étape. Et donc là, le calendrier fait qu'on est encore en amont, mais plus le projet va être signé, plus on va effectivement pouvoir affiner ces contentieuses et les déployer si et quand c'est pertinent. N'hésitez pas, nous sommes disponibles à toute question. Merci à tous les deux. Et nous appelons également les collectivités, la CCM, Terre d'Argence, les syndicats agricoles aussi à désigner prochainement leur conseil. Et comme je vous l'indiquais, je me proposerai d'assurer la coordination entre tous les avocats pour mener une véritable guérilla juridique et judiciaire à RTE jusqu'à l'abandon définitif de ce projet de loi. Merci Sébastien, merci Clémentine, merci Louis pour ce travail, le premier travail qui avait été entamé. J'ai oublié de remercier le collectif des riverains Arles, Plaine de Lafront, qui était à l'origine de la première réunion ici en juin dernier. Voilà, Cédric, Isabelle, merci pour tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant.
Merci Andrea pour ton travail aussi. Donc on va passer justement depuis cette notion d'avocat sur un concept qui va vous parler, c'est celui de l'appel aux dons. Et donc on a lancé évidemment l'appel aux dons aux citoyens. On a un peu plus de 5 700 € collectés pour payer les avocats, le combat juridique. Donc, si vous voulez nous faire un petit cadeau de Noël, n'hésitez pas à donner ce que vous pouvez pour faire avancer la cause et payer les avocats, parce que on est des assos, mais on n'est pas très riches. Et à ce titre, on a peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer, et pour cela, j'appelle son messager, Luc Perrin, de l'association Sauvegarde Terre d'Argence. Bonsoir, alors je ne suis pas le Père Noël, mais j'ai quand même une bonne nouvelle. Vous avez peut-être remarqué, les élus de la communauté de la Terre d'Argence ne sont pas là. Ces élus qui ont été depuis le début avec nous pour s'opposer au projet, qui ont pris des délibérations, qui ont participé activement à toutes les réunions publiques qu'on a pu mettre en place avec le collectif, qui étaient à Marseille pour dire au préfet qu'ils ne sont pas d'accord avec le projet. Aujourd'hui, ils ne sont pas là parce qu'ils sont en train de délibérer. L'Assemblée de la communauté de Terre d'Argence se réunit aujourd'hui. Délibère, et à l'ordre du jour, il y a quelque chose qui va nous plaire, c'est que est mis à l'ordre du jour une aide de 5 000 € à destination de l'ASTA, l'Association de sauvegarde de la Terre d'Argence, qui est présente là. Mais bien évidemment, alors il faut qu'ils la votent, ils sont en train de le voter, il y a peu de chances que ça ne soit pas voté, puisqu'ils nous soutiennent depuis le début. Et bien sûr, l'ASTA le reversera au collectif pour, je pense principalement, les projets de défense juridique. Voilà. Avec la cagnotte et l'ordre, j'ai l'impression d'être en train d'organiser un jeu, on va passer à 10 700 €, c'est formidable. Voilà, donc une bonne nouvelle. Je vous propose maintenant d'évoquer la question de la biodiversité essentielle avec Jocelyn Champagnon de la Tour du Val. Bonsoir à tous. Je suis Jocelyn Champagnon, je travaille à la Tour du Valar en tant que chercheur. La Tour du Valar, vous connaissez très certainement, c'est un institut de recherche pour la conservation des eaux humides en Méditerranée et qui est implanté en Camargue depuis 70 ans. Et ce soir, je vais vous présenter brièvement quelques aspects de biodiversité du triangle d'or, comme tu l'as appelé, donc la Camargue, la Crau et les Alpes. Et je vais baser principalement sur les principaux, ceux qui souffrent le plus du potentiel ligne à très haute tension, à savoir les oiseaux. Donc, si on se focalise sur la Camargue est une zone très importante pour les oiseaux. C'est le site français avec le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux qui est recensé. On dénombre plus de 400 espèces au total. Parmi ces 400 espèces, il y en a certaines qui sont là pour se reproduire. Donc, vous connaissez bien sûr l'emblématique flamant rose qui se reproduit en Camargue, et c'est le seul endroit où le flamand se reproduit en France. Et puis un oiseau que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est la glariole lacollier que vous avez ici. Et c'est aussi la Camargue qui accueille l'ensemble des populations de la population de glariole lacollier. On compte environ 100 à 150 couples de glariole lacollier, donc de ces oiseaux qui viennent se reproduire au printemps sur le monde. Et puis, on a beaucoup d'autres espèces qui se reproduisent en Camargue. Pour en citer quelques-unes, ou en tout cas des groupes importants, eh bien, il y a par exemple le héron pourpré. Le héron pourpré, c'est une espèce qui est en fort déclin. Comme vous pouvez le voir sur ces suivis qui sont donnés depuis 40 ans, et qui utilise un habitat qui est la roselière, et qui est très présent en Camargue, et en particulier au marais du Viguera, qui est juste à côté
de la ligne qui nous intéresse, de la ligne électrique qui nous intéresse. Et puis d'autres espèces qui sont produites en Camargue, le butor étoilé, qui utilise aussi le même milieu de roselière et qui est aussi fortement menacé avec un déclin ces dernières années. Et des spatules blanches, ibis, fascinelles, qui sont des espèces importantes à l'échelle de la France. En tout cas, la Camargue est très importante pour ces espèces à l'échelle de la France. Et puis, ce qu'on appelle les larmovicoles, ce sont les laridés, par exemple, comme à l'ouest. Et puis, la Camargue, elle est aussi importante pour la période que nous vivons actuellement, donc la période d'hivernage. Donc là, on a encore d'autres espèces qui arrivent passer l'hiver, qui se reproduisent dans le nord, en particulier les espèces de canards. Pour les oiseaux hivernants, la Camargue est d'importance internationale pour 14 espèces. Donc c'est vraiment le site le plus important en France et très très important à l'échelle internationale et européenne en particulier. Donc je vous ai montré quelques espèces de canards. Donc pratiquement toutes les espèces de canards sont représentées en grand nombre en Camargue. Peut-être moins connu des non-initiés, mais la Rossette, c'est un grand site d'hivernage de la Rossette élégante. Et puis, celle que vous devez voir actuellement si vous traversez la Camargue, c'est la grue cendrée. La grue cendrée, dont les effectifs sont importants maintenant en Camargue en hiver. Dernier groupe d'oiseaux qui ne nichent pas en Camargue, ne passent pas l'hiver, mais utilisent cette zone uniquement en halte migratoire, donc pendant quelques semaines. Ce sont les quelques semaines à quelques jours. Ce sont les oiseaux migrateurs. Alors, je vous ai mis un exemple, là, c'est la large à noire, une espèce qui fait l'objet de beaucoup d'intérêt à l'échelle internationale pour sa protection. Donc, on a une responsabilité de ce point de vue-là pour la protéger, parce qu'elle est en Camargue, et puis il y a plein d'autres espèces qui passent par la Camargue et qui vivent. On pourrait citer par exemple le balbuzard pêcheur. Donc, on a une biodiversité exceptionnelle, et quels pourraient être les effets d'une ligne à très haute tension sur le territoire. Alors, en fait, toutes les espèces ne sont pas impactées de la même façon à une ligne de très haute tension. Ce sont les espèces les plus grandes qui vont être les plus impactées. Les petites ont la capacité d'éviter et puis de limiter. Moi, je vais me focaliser uniquement sur les lignes à très haute tension, parce que c'est ça qui nous concerne. Il faut savoir que les lignes à très haute tension, le principal problème, c'est la collision. La collision avec les grandes espèces d'oiseaux. Mais les lignes à moyenne tension, il y a un autre risque qui est celui de l'électrocution. Il est moins important sur les lignes à très haute tension, donc je ne focalise que sur les collisions. Et la collision des oiseaux avec les lignes très haute tension, donc elle dépend de la taille de l'oiseau en général. Au fait, s'il se déplace en groupe ou pas, parce que vous savez, quand il se déplace en groupe, eh bien, le dernier, il a une moins bonne visibilité de l'obstacle, et donc il peut rentrer plus facilement en collision avec la ligne électrique. Il y a des espèces qui ont une visibilité en particulier très mauvaise au-dessus d'eux. C'est le cas des rapaces. Et donc, ils sont particulièrement sensibles à la collision avec les lignes à haute tension. Et puis, les espèces qui ont des ailes très grandes avec un poids faible, donc ce qu'on appelle techniquement une charge à l'air élevée, alors eux, ils sont aussi très susceptibles d'être impactés par des lignes à très haute tension, parce que quand il y a un obstacle, ils n'ont pas la capacité de se déplacer rapidement pour l'éviter. Donc ils n'ont pas une bonne capacité d'éviter. Donc j'ai présenté cette carte parce que c'est une étude récente qui a montré que la région Camargue-Alpine est une zone où il faudrait éviter l'installation de lignes électriques et d'éoliennes, puisque finalement tout
ces facteurs-là, les mêmes oiseaux sont impactés par les lignes électriques et les éoliennes. Et donc, les effets se cumulent pour ces espèces lors de leur migration. Donc, pour être plus précis, dans notre région, donc les espèces qui seraient les plus sensibles à des lignes de très haute tension, eh bien, donc c'est l'algue cendrée, par exemple. Dans cette étude, ils mettent en avant la statue blanche, qui est très présente en Camargue. Elle est beaucoup plus discrète, on la voit pas longtemps, mais elle pourrait être aussi impactée par sa difficulté à éviter les obstacles. Et ensuite, il y a quelques espèces qui font l'objet d'une protection importante parce qu'elles sont en danger et qui sont en Pau et dans les Alpes. Et ces espèces, il a été. Parce qu'en fait, des études sur l'impact des lignes électriques sur les oiseaux, ça existe depuis plusieurs dizaines d'années. Donc en fait, on a une bonne visibilité de quelles espèces peuvent être impactées, et particulièrement donc, les rapaces. Et ici, dans la région, on accueille les populations les plus importantes d'aigle de Bonelli. C'est l'espèce de rapace la plus menacée en France. On accueille des populations extrêmement importantes d'outardes calpetières. C'est aussi une espèce qui est menacée et donc qui est très, très susceptible d'être impactée par des lignes électriques. Et puis vous avez en bas à droite un hibou grand-duc. Donc les Alpes accueillent des densités les plus fortes de hibou grand-duc qui vont se déplacer dans la zone de la ligne très haute tension avec des impacts potentiels pour cette espèce. Et puis enfin, je vais terminer avec deux espèces migratrices. De plus en plus, les scientifiques suivent les oiseaux à l'aide de balises GPS, qui leur permettent de suivre leur déplacement. Et comme vous pouvez voir, la cigogne blanche est un oiseau migrateur, et les oiseaux qui sont équipés en Allemagne se déplacent tout le long de la vallée du Rhône et traversent la Camargue. Alors c'est un focus un peu plus précis, mais je ne pense pas que vous pouvez voir en particulier si vous êtes là-bas au fond, mais en tout cas avec des interactions potentielles avec la ligne électrique très fréquentes lors de leur migration et encore plus fortement lors de leur halte migratoire. Et ça, c'est une autre espèce migratrice, le Publiélinia, qui niche en Sibérie et qui vient se restaurer pendant quelques semaines dans la plaine de la Pau, juste à côté du tracé de la ligne très haute tension. Et on a équipé une vingtaine d'oiseaux par an. Et comme vous pouvez voir, il y a des interactions potentielles fortes dans la région qui se traversent d'un côté de l'autre. Jean-Luc l'a présenté tout à l'heure. La zone elle traverse la réserve nationale des Koussous-Cros et donc aura un impact très fort sur les espèces qui sont présentes sur ces espaces protégés. Et de fait, c'est pour cela aussi que les espaces protégés existent, pour protéger ces espèces. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis Merci Gaston. Je pense que c'était nécessaire de rappeler toute cette richesse avifaunistique sur le territoire. Pour aller dans le même sens, je vous demande d'accueillir Laurent Tapel de l'association NACICA, Nature Citoyenne et Pro-Camargue, qui va nous parler d'une alerte très particulière et qui a lieu la première fois en Camargue. C'est l'alerte rouge. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je vais passer la photographie, merci. Donc, une alerte rouge. Première chose à savoir, c'est qui lance cette alerte. Donc, vous le voyez ici en bas, l'Alliance méditerranéenne pour les eaux humides, qui est un consortium, une initiative qui regroupe 29 structures de la société civile et du laboratoire de recherche dans pas mal de pays méditerranéens.
et qui donc a plusieurs moyens d'alerter les politiques publiques et les citoyens sur ce qui se passe sur certains territoires, comme celui que vient de mettre en avant Jocelyn, en termes de biodiversité, mais pas que. Et donc cette alliance a pour objectif, s'est donné pour objectif, comme vision, d'améliorer la visibilité des zones humides dans les politiques nationales, régionales et internationales. Et donc là, le mot international est important. Vous avez vu avec ce qu'a présenté Jocelyn et les cartes de migration, par exemple, l'importance de réfléchir à un niveau, à une échelle plus importante que simplement le local. Donc là, le niveau international est important, donc biologique, et c'est pour ça que cette alerte rouge, elle est très importante, parce qu'elle mobilise la sphère internationale. Et donc, pour juste voilà, sur celle-là, parce que c'est important de signaler que cette alerte a été signée par 74 organisations qui représentent 36 pays, pour alerter donc ces autorités à ces différentes échelles sur, ce dont on parlait aussi Jean-Yves au début, ces effets cumulés qu'on peut avoir sur le même territoire au travers de différents projets. Et ce qui était là au mois de juin se rappelle qu'on avait un peu, même beaucoup, mis en avant l'incohérence qu'il peut y avoir dans le cumul de ces projets et la non prise en compte justement des effets cumulés, notamment sur la biodiversité, mais pas que, on pourra le voir après. Merci. Et donc, une fois que l'alerte est lancée, il faut justement pour la lancer et la faire vivre, il faut bien la communiquer. Et donc, voilà, cette diapo résume un petit peu les différents moyens de communiquer cette alerte. Donc, il y a eu un communiqué de presse, et puis, chose importante, un courrier fait au ministère de la Transition écologique, à la Commission européenne. Et les avocats nous ont bien mentionné l'importance de travailler à cette échelle-là aussi. Et notamment la Convention de Berne, qui, dans un article, je crois que c'est le 4e, stipule, en tout cas, je ne sais pas si elle est vote, mais en tout cas, elle conseille fortement de prendre en compte les zones protégées dans le développement des territoires. Ce qui est bien le cas sur ce triangle dont on parle depuis le début. Et puis, il existe évidemment un dossier de presse. Vous voyez à chaque fois un français et anglais. On vient sur une autre échelle. On change d'échelle sur ce cas de ligne d'intervention. Un dossier de presse qui a été communiqué, et évidemment les réseaux sociaux qui sont là aussi pour communiquer, donc Facebook, X et LinkedIn. Pour renforcer, je ne sais pas si y a besoin de renforcer ce qu'a présenté Jocelyn, là c'est en tout cas pour un biologiste évident. Donc François, qui a des cavalots, qui a lancé aussi, a organisé un dénombrement, j'ai appelé symbolique, des oiseaux. Il est symbolique, c'est humble, mais il est symbolique parce qu'après les données, vous avez compris, elles existent déjà sur ce territoire, elles sont nombreuses. Et c'est symbolique aussi parce qu'il y a une mobilisation de 80 citoyens dimanche matin, de 8h à 11h, donc pendant 3 heures, sur 21 points d'observation tout le long du tracé, donc ce fuseau dit de moins d'impact. Donc, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on va dire que 3 heures c'est une demi-journée, il y en a 730 dans l'année, donc en 0, quelque chose de demi-journée d'année, on a pu identifier 68 espèces différentes, dont j'ai mis quelques photos ici. Il y a un tableau que vous ne voyez pas, je vous en parlerai juste après. Certaines espèces dont a parlé Jocelyn. Mais ce qui me semble important aussi, c'est 11 500 individus oiseaux. Donc en une demi-journée sur cet enfant, on voit 11 500 oiseaux traverser ce fuseau. Donc voilà, je ne sais pas plus, mais pour moi c'est assez parlant. Donc vous avez ici quelques exemples des espèces qui ont été observées, dont la bruit cendrée de Jocelyn et le risque qu'elle présente pour les collisions sur les lignes d'intervention. Il a parlé aussi de l'outarde poussière qui est ici, des rapaces ici on voit l'humain royal, et puis c'est peut-être anecdotique mais important, des cigognes noires on peut observer aussi. Et juste un point pour vous montrer que voilà, c'est 1500 individus oiseaux et ces espèces-là. La bruit cendrée, on s'est focalisé un peu dessus, alors c'est plus de 5000 individus qui ont été observés ce jour-là.
pour les autant de côtières quasiment 200, etc. Donc on se focalise un petit peu, l'alerte rouge se focalise sur les zones humides. Et vous imaginez toujours une alliance des Méditerranéens, des zones arides, parce que la CRO est très impactée pour le projet aussi. Juste avant de passer ce petit film, avec ce papier au sommet que je vais vous présenter, moi une question que je me pose, c'est qu'est-ce que ce fuseau aérien dit de moins d'impact en est vraiment un? Je ne sais pas du tout. Non, Ou on peut dire la question autrement. c'en est pas un. C'est une arnaque. On pourrait poser la question autrement. Est-ce que le moins d'impact n'est pas à chercher ailleurs que dans l'aérien? Et donc, pour finir sur ce point d'information, on va vous passer un petit film donc, issu de cette initiative de l'Alliance méditerranéenne que vous vivez. Il est en anglais. Donc, ceux qui ne parlent pas anglais, n'ayez pas peur, ne partez pas, c'est pas très long. Il y a des images. Et en gros, le message, on va en parler, tout ça, d'un point de vue de biodiversité, on va en parler juste avant. Ponds, fields, marshes, and lagoons as far as the eye can see. Here, water, land, and sky meet. It's the Camargue. Located in France's Rhone Delta, this wetland of international importance is situated on the migration routes of hundreds of thousands of birds. But today, the multiplication of mega infrastructure projects is threatening this crucial Mediterranean biodiversity hotspot. These include a 400,000-volt high-voltage overhead power line that could soon extend over 65 kilometers, crossing several Natura 2000 sites, a natural regional park, and the Cousul de Clos National Nature Reserve. It's up to 80-meter-high pylons with disfigured the landscape. In addition to posing a direct mortality risk for several protected species, the degradation of the habitats of migratory birds, such as the greater spotted eagle and the greater flamingo, could affect them at international scale. Because of its potential impact on landscapes and ecosystems, the installation of an EHV overhead line in the Camargue threatens agriculture, culture, and nature tourism, three essential economic activities for the region. Despite strong opposition from local residents and the lack of study of alternative proposals, the project continues. In the Mediterranean, climate change is occurring 20% faster than in the rest of the world. Wetlands of the Camargue are essential to buffer its consequences, notably by storing carbon and regulating floods. If decarbonization is necessary, it should not be at the price of natural environments and their inhabitants. As a network of NGOs, we express our concerns and support the local collective to stop these threats. The project is still under discussion. Make your voice heard by taking action now. Help us protect the Camargue. Mobilize for a living Mediterranean. Bravo. Merci Laurent, vous l'aurez compris, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Le communiqué de presse, les vidéos sont parties le 2 décembre à la presse mondiale, parce qu'on considère que la Camargue c'est un joyau mondial, connu dans le monde entier, et on a voulu alerter la planète entière, sans exagération, de ce qui en plus se passait sur ce territoire. Merci aux personnes qui ont travaillé derrière ces communiqués, ces vidéos, ces dossiers de presse, via l'alerte rouge, elles se retrouveront. Alors je vais aller très vite, moi, parce qu'on a pris un peu de retard sur la dimension économique de ces territoires. Je vais garder le micro un peu parce qu'il m'a semblé important, à un moment donné, de dire aussi, on a vu les questions de biodiversité, de paysage, et c'est important de parler économie, parce que nous sommes aussi un territoire d'entrepreneurs, d'agriculteurs, de spécialistes du tourisme. On a une activité forte dans la restauration, l'hôtellerie, l'arboriculture, la viticulture, et il faut parler et dire que nous sommes nous aussi, sans comparaison forcée avec la zone industrielle ou portuaire. On entend très souvent parler des grosses industries de la zone, mais sur notre territoire, il y a des petites entreprises dynamiques qui créent de la richesse, et j'ai voulu vous en parler. Quand on fait rapidement une analyse économique de notre territoire sur la circonscription de la CCI du Pays d'Arles, les chiffres 2020, on a dans le secteur concurrentiel hors agriculture à peu près 47 600 salariés. Hein, c'est pas rien, 47 600 salariés, avec un cumul sur notre territoire à nous, Pays d'Arles, et sur celui de la Terre d'Argence. À titre comparatif, ce qu'on appelle le cluster
industriello-portuaire de Fos-sur-Mer, c'est 42 600 salariés. C'est-à-dire que notre économie, en termes de salariés, j'ose un travers un peu osé, mais notre économie, en termes d'effectifs salariés, vaut autant que l'économie industrielle de Fos. Nous avons 19 500 établissements en agriculture, souvent des petites structures, et généralement du commerce et des services, avec une petite, généralement, un nombre d'effectifs plutôt réduit. En tout cas, ce qui est important dans notre économie à signaler, c'est qu'on a ce qu'on appelle des emplois non délocalisables. On ne peut pas faire du Costière de Nîmes ailleurs qu'à Nîmes. On ne peut pas faire de l'AOP Foin de Croc ailleurs qu'en Croc, ou je ne sais pas, du label rouge, taureau de canard ailleurs qu'en canard. Donc les emplois sont non délocalisables. Nous produisons sur ces terres et nous avons besoin de préserver ces terres pour garder notamment nos labels. Nous avons des centres de décision locaux. Les chefs d'entreprise, il y en a sûrement dans la salle, que vous êtes, vous faites bosser, vous faites bosser les salariés locaux et vous décidez ici, et on n'est pas soumis, et c'est une force par rapport à notre économie, sur des marchés internationaux, boursiers, portés par des actionnaires potentiels. En Pays d'Arles, en Camargue, en Terre d'Argence, ça se décide ici. Et ça, c'est important de le dire. On a une activité que l'on qualifie de résidentielle en économie, c'est-à-dire que la richesse qu'on crée ici, on la consomme ici. Ça, c'est très important. On n'est pas dans une activité productive. Il y a de l'export sur notre territoire international, mais beaucoup moins, vous l'aurez compris, que ce qu'on retrouve sur la zone de Fos. Mais en tout cas, ce qui est créé ici et consommé ici, les salaires sont dépensés ici, et ça, c'est une vraie force qui apporte ce qu'on appelle une résilience à notre économie, parce qu'on ne dépend pas des marchés de l'acier, des marchés de la chimie ou de la pétrochimie. On a une économie qui est très liée à l'attractivité de nos territoires, et on a évidemment, vous l'aurez compris, des filières d'excellence. Très important. Donc on a une économie qui tient la route. Donc on avance un peu. Sur le plan agricole, on a aussi des forces en présence sur notre territoire. Vous avez là une carte qui représente un peu les savoir-faire locaux, qui nous est proposée par la DRAF PACA. Évidemment, l'arboriculture, l'oléiculture, les cultures légumières, le vin, les grandes cultures, le riz de Camargue, l'élevage bovin et l'élevage bovin qu'on retrouve sur notre territoire. Alors, il y a un slide après pour nos amis des Terres d'Argence. En tout cas, en gros, il faut savoir que 60% de la surface agricole du département est sur notre territoire. 60%. On a une agriculture de qualité, on est pourvoyeur d'emploi, et sur notre département, je n'ai pas les chiffres sur notre territoire, mais sur notre département, l'agriculture, c'est 11 000 emplois. C'est pas rien. Et c'est 15 000 emplois saisonniers sur notre département. Alors, difficile de faire la corrélation entre ces 11 000 emplois et les 60% que nous représentons sur le territoire en termes de surface agricole, mais en tout cas, vous voyez qu'on crée de la richesse, qu'on crée des emplois, et tout ça pour une valeur de production qui est pas loin du milliard d'euros. Et pour nos amis de Terre d'Argence, vous connaissez les costières de Nîmes. Sur les costières de Nîmes, sur le domaine, au niveau viticole, c'est à peu près 50 exploitations, généralement des exploitations familiales, et ça c'est une force. Les entreprises se transmettent de père en fils ou de mère en fille sur le territoire. C'est 1000 emplois sur ces 50 exploitations. On y retrouve également des malades, évidemment des maraîchers, producteurs d'huile d'olive, d'huile essentielle, et puis des acteurs dans le tourisme. Ce qui nous fait passer du logique de la costière de Nîmes au monde agricole, si j'allais dire en Terre d'Argence, c'est à peu près 3000 actifs, donc ça fait encore du monde. C'est 300 exploitations agricoles, avec un secteur qui est très pourvoyeur d'emploi, qui est le secteur, par exemple, de l'arboriculture. Souvent, ce sont des métiers non mécanisables et donc emploient beaucoup de main-d'œuvre, et avec un fort potentiel sur les circuits courts, et notamment l'agrotourisme. Voilà, je suis allé vite, je suis désolé, il y a beaucoup de chiffres, et il m'a semblé important de dire à un moment donné que nous sommes aussi une économie, nous sommes créateurs de richesses, nous sommes créateurs de valeur ajoutée, et que cette ligne de très haute tension va avoir des impacts sur nos productions et nos salariés.
Pour aller dans le sens de ce que je vous ai dit, je vous propose maintenant d'accueillir Jean-Pierre Boeuf, qui est le directeur de l'Office de tourisme à Camargue, qui va nous faire un focus sur le tourisme. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Cette salle est impressionnante, je ne vous le cache pas. Tout d'abord, donc, je suis Jean-Pierre Boeuf, le directeur général de l'Office de tourisme d'Arles-Camargue. L'Arles-Camargue, d'ailleurs, vous noterez, qui est un établissement public industriel et commercial. Et à ce titre, je ne remercierai pas, je ne saluerai pas toutes les personnalités qui sont là. Et je tiens à en saluer deux. Patrick de Carolis, notre maire, et puis Sébastien Denot, 5e adjoint en charge du tourisme et président de l'Office de tourisme. Et je tiens d'autant plus à les saluer que, bien évidemment, pour le tourisme, ce sera mon propos, cette ligne à très haute tension dans la proposition qui est faite n'est pas acceptable, et que sur proposition de notre président, l'Office de tourisme a, au cours de plusieurs comités de direction, pris connaissance des éléments qui vous étaient apportés techniquement et délibéré dès le 25 avril contre la ligne à haute tension et envoyé sa délibération à toutes les instances nationales compétentes de l'État et de représentants de l'État, bien évidemment, pour faire part de notre position. Alors, le territoire de compétence, c'est la commune d'Arles, mais la destination, c'est pas simplement la commune d'Arles, c'est la commune d'Arles, avec la Camargue, les Alpilles, la Crau, c'est ce fameux triangle d'or de la biodiversité, qui est un territoire de richesse patrimoniale exceptionnelle. Ce territoire compte des sites à la renommée internationale à n'en plus finir, comme vous le savez. Les monuments d'art représentent plus de 800 000 entrées. Carrière de lumière, pas très loin d'ici, près de 700 000 entrées. Le musée départemental de l'art antique, la fondation Vincent van Gogh, la fondation Goumar, sans doute autour de 300 000 entrées. Le tourisme dans notre commune, sur notre commune, c'est tout ça. Et Arles, il n'y a rien sans la Camargue, et la Camargue, il n'y a rien sans Arles. Alors, pour rappel, quand même, quelques chiffres et quelques éléments sur la destination Pays d'Arles. Globalement, c'est deux types de tourisme, le tourisme culturel, Arles, patrimoine mondial de l'humanité, entre son inscription pour ses monuments romains et romans et le chemin de cheval de Compostelle, chemin qui, bien évidemment, passerait, si elle existait, sous la ligne haute tension. Et à cela s'ajoute, dans ce tourisme culturel, tous nos centres d'art qui se sont développés dernièrement, que ce soit le MAD, la Fondation Van Gogh, etc., tout ce qui concerne l'art contemporain. Face au tourisme culturel, notre autre facette, c'est le tourisme de pleine nature, qui est tout aussi important, qui est spatialement, j'allais même dire, plus important, puisque c'est 90% de notre territoire. Et ce tourisme de nature, eh bien, c'est pas simplement la Camargue, puisque la nature natale, c'est la Camargue, les Alpilles, la Crau, c'est ce fameux triangle d'or de la biodiversité. Et touristiquement, c'est cet ensemble que nous valorisons et dont nous faisons la promotion au quotidien. Alors, je ne vais pas revenir sur la Camargue, sur l'inscription à l'UNESCO, mais également ces deux réserves nationales, c'est-à-dire qu'effectivement, pour nos visiteurs ou nos visiteurs potentiels, c'est un gage de qualité parce que ce sont des classements qui sont reconnus nationalement et internationalement. Et puis, la Camargue, effectivement, cette dimension de territoire dans cette commune qui est la nôtre, qui est la plus grande de France. Touristiquement, la Camargue et les Alpilles, alors dans les chiffres dont nous disposons sont des chiffres un peu vastes, mais quand même, en 2023, c'est 8 800 000 unités, toutes clientèles confondues.
C'est un territoire qui attire le monde entier. Alors, lorsqu'on fait la promotion de notre territoire, on l'a fait de façon concertée au niveau régional, avec le comité régional de tourisme, Provence Tourisme, qui est globalement notre comité départemental. Et la promotion de notre territoire, elle se fait autour de 3 grandes marques qui sont reconnues sur le plan international. C'est la Côte d'Azur, bien sûr, les Alpes et la Provence. Et quand on fait la promotion de la Provence, eh bien, il y a des destinations qui se détachent. Dans ces destinations, il y a le Luberon, il y a Dijon, Aix, Arles et la Camargue. La Camargue fait partie de ces fers de lance de promotion de la Provence qui sont connus au national et à l'international et qui ont une image qui dépasse non seulement notre océan mais notre continent, puisque notre clientèle vient du monde entier, des États-Unis à l'Asie, en passant par l'Europe et évidemment l'Allemagne et l'Italie. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Aujourd'hui, le numérique a pris le pas sur beaucoup de choses en termes de promotion, mais pendant des années, quand le numérique n'existait pas, quand Internet n'existait pas, nous faisions des opérations de promotion sur ce qu'on appelait nos clientèles électriques, puisque en promotion, on voulait vendre une voiture, on l'avait testée, quand on voulait parler d'un gamin, vous pouvez faire la publicité que vous voulez, vous pouvez le faire tester, mais pas très facile de faire voter son territoire ou de déplacer son territoire, donc c'est souvent nous qui allons sur des opérations de promotion, dans des salons de tourisme, promouvoir notre territoire. Et bien quand on allait en Italie notamment, toute la région PACA, toutes les destinations de la région PACA se ruaient pour être à côté de nous, parce que tous les Italiens passaient sur le stand de la Camargue. D'Arles, bien sûr, mais de la Camargue. C'était pratiquement pareil en Allemagne. Donc, vous voyez, c'est cette image touristique qu'a la Camargue. Et puis, aujourd'hui, cette Camargue qui est très forte touristiquement, eh bien aujourd'hui, elle s'est adaptée à ses clientèles, elle s'est adaptée à la nouvelle façon de consommer les clientèles, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que depuis le Covid, les façons de consommer ou de voyager de nos visiteurs ont changé. Je cite quelques chiffres. 70% des voyageurs français affirment vouloir voyager de manière plus responsable. C'est important. Notre territoire qui compte déjà de nombreux socioprofessionnels qui ont pu s'adapter à cette activité, puisque notamment avec la période Covid, beaucoup de socioprofessionnels ont décidé de déployer des marques de qualité et des marques dans le domaine responsable et éco-responsable, que ce soit Accueil Vélo, on a beaucoup de professionnels qui ont été labellisés Accueil Vélo, que ce soit Clé Verte, par exemple, ou que ce soit bien évidemment la marque Valeur Plate. Nous sommes dans un parc naturel régional et que de nombreux professionnels qui sont ici ont développé cette marque Valeur Plate. Ah ouais, et puis Arles, c'est également une destination tendance. Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, les visiteurs ne savent plus comment on peut voir des régions au final. Aujourd'hui, l'ensemble de nos visiteurs veulent vivre une expérience. Et c'est clair que quand on vient à Arles en Camargue, l'expérience, elle est là. On a un territoire, on a des spécificités qui font que quand on a vu certains lieux, quand on est allé voir le coucher de soleil sur la digue à la mer avec une femme en rose qui veut passer dessus de vous, wow, voilà, ce sont des images qui restent. Quand on est allé à l'embouchure de l'Aube, ce sont des images qui restent. Pas facile d'aller à l'embouchure d'un fleuve, eh bien, en Camargue on peut le faire. Quand on se promène sur les bords des Macarès et qu'on voit ce coucher de soleil tous les soirs, 360 jours de l'année sur le pont du Macarès, quand on est sur la route du côté de la Caponnière, voilà, c'est énorme. Alors quand on est ardennien, quand on est camarguais, on mesure peut-être pas toujours la qualité et la richesse de notre paysage,
Mais en tout cas, sachez-le, il y a des gens qui font 20 000 km pour venir voir ça, pour venir voir ça et la Camargue. Et puis, encore une fois, je vais vous parler de mon expérience. Moi, je ne suis pas canadien, je ne suis pas arménien. Je suis arrivé là en venant de l'ouest de la France pour 4 à 5 ans, dans le cadre d'une expérience professionnelle. Et puis, ça fait 26 ans. Donc, autant vous dire que la Camargue et la Ville-d'Arles m'ont retenu. Et que voilà, et c'est toujours avec la même admiration que je vois ces paysages et que je vois toute cette richesse de ça. Excuse-moi, je veux dire, il faut que tu conclues. Merci. Merci, sauvez-nous. Alors, comme c'est une ordonnance ce matin, Ça va pas être simple. Ah bah si. Je vais essayer d'accélérer, puisque je vous ai parlé de généralité, mais pas encore de l'accent vraiment de la Camargue. Non, Alors, mais je vais aller vite, pour vous dire que touristiquement la Camargue, comme vous le savez, en tout cas, nos auditeurs de l'école, c'est 6 territoires différents, et c'est 6 paysages différents, c'est 6 formes de biodiversité différentes. C'est, en termes de tourisme, c'est le tourisme à vélo, le tourisme en groupe, le tourisme en itinérance, la carona, le tourisme pédestre, le tourisme équestre, la découverte en kayak, en canoë, le tourisme de nature, l'ensemble de nos sites du conservatoire du littoral, qui sont, sur lesquels on va pouvoir découvrir toute cette faune dont on vous a parlé tout à l'heure. C'est les plages, Clémenceau, Beauduc, c'est lac Bonpuy, et c'est là que bien c'est pas possible là, ouais, on s'en fout. Des pylônes qui font 60 mètres, j'ai pu comprendre que certains font 80 mètres, c'est 3 fois la hauteur du phare de la Gachole. 3 fois la hauteur du phare de la Gachole en linéarité, puisqu'on aura ça tous les 500 mètres, c'est ça, tous les 500 mètres. Et au-delà de tout ce qu'ont pu nous dire les autres intervenants, la pollution visuelle, ce que verront nos visiteurs par rapport à l'image qu'ils ont de la Camargue, ce n'est pas acceptable. Merci. très important, donc ils seront à toucher les agriculteurs, les propriétés viticoles, comme on a vu ce soir, c'est des égarés, pour montrer des gens, des gens qui bossent dans le domaine agricole, et qui tous les domaines qu'on va avoir là sont impactés par la vie. Donc je demande aux agriculteurs de nous rejoindre pour faire en mesure, ils sont tous impactés par la ligne. Il y a encore une timide dans la salle, ils ne vont pas tous vous venir, mais voilà, on les remercie. Et pour porter la parole de ces agriculteurs, je passe le micro à Clément Majou, des jeunes agriculteurs du 13 et Clément. Et arrive.
Ne vous inquiétez pas, je vais être concis. Je veux simplement parler de solidarité. Comme on peut le voir, il y a plus de 100 exploitations impactées sur le territoire, voire 200 indirectement. On a pu constituer un groupe de travail depuis plus d'1 an, qu'on a appelé le COPA 13, qui rassemble toutes les OPA du territoire agricole. En plus de celle-ci, on a l'aide précieuse de Michel Perronnet, qui va prendre la parole juste après, sur laquelle on a pu élaborer une stratégie commune afin de proposer une solution alternative à ce projet aberrant. Sachez que l'agriculture sera derrière vous, qu'il n'y aura pas une seule perte de foncier qui sera acceptée pour le maintien d'un seul poteau sur le territoire. Ouais, ouais. Merci aux agriculteurs, encore bravo, merci beaucoup. Voilà. On va attaquer la solution alternative. Désolé pour la prise de temps, on est là parce qu'on est passionné, parce qu'on est engagé dans ce combat depuis des années sur nos heures de bénévoles, de retraités, de salariés, etc. Pour la solution alternative, j'accueille maintenant Michel Perronnet, peut-être Jean-Laurent, Solicési, après je crois. Alors il y a un peu de technique, c'est normal, Michel est ingénieur. Il a fallu lui montrer la cohérence de la solution. On a beaucoup travaillé, on a eu une été très studieux là-dessus, surtout Michel, on a fait du terrain. Voilà, on va vous présenter quelque chose de très, très, très cohérent. Merci. Bon, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Monsieur le maire, bonsoir. Messieurs les élus, bonsoir. J'ai vu dans son regard des doutes. Quand il y a doute, il n'y a plus de doute. Et donc, on est reparti parce qu'RTE est gêné dans cette réunion. Il a sorti des cartes que nous n'avions pas, et RTE. Quand on est reparti, j'ai dit à Jean-Laurent, on va retravailler notre solution alternative, on va l'améliorer pour répondre pleinement aux critères de RTE. Alors RTE nous a parlé de ce qu'il nous avait jamais dit. Il faut d'abord sécuriser le réseau RTE pour la région sud. Ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose, il faut amener 4 gigas, parce que votre idée de faire de l'hydrogène à Armand, M. Perronnet, M. Jean-Laurent Quesi, votre idée est bonne. Mais quand même, il faut 4 gigas, parce qu'au total, si on peut enchaîner, on va rester là-dessus d'abord, je reviens sur le raisonnement. Et donc, on a dit, on est reparti avec ces critères, je répète, sécurisation, amener 4 gigas, l'urgence. On nous a dit qu'il y avait urgence, donc on a entendu. On a dit on va travailler sur l'urgence. Et bien sûr, notre quatrième critère, c'est le vôtre, c'est de trouver une solution qui soit 100% souterraine. Alors, j'ai travaillé avec RTE il y a fort longtemps sur la zone industrielle de Corse, sur la mine des cycles combinés au gaz. RTE sont des gens extrêmement compétents. Et pour arriver à contrer RTE, c'est très difficile. Donc la meilleure des méthodes, c'est la solution alternative qu'on vous présente, elle est 100% basée sur les données techniques, sur les chiffres de RTE. On n'a rien inventé. On a simplement fait un peu d'analyse stratégique. Vous savez ce que c'est l'analyse stratégique? Un bon langage du paysan, c'est le bon sens, c'est les pieds dans la terre. Et donc, on a repris tous leurs documents. Alors c'est vrai que j'ai passé du temps à lire, hein, Jean-Laurent, on a passé du temps à échanger, et puis on a fait une découverte. Donc on va vous présenter la découverte. C'est que donc ça, RTE a fini par vous dire quels étaient les différents usages de son projet d'électrification. 5,8 gigas, avec ce qu'on appelle l'électrification des usages, et les data centers, hein, les voitures électriques, etc., 900 MW. Décarbonation de l'existant, c'est-à-dire ce qui est en place, décarboner un site pétrochimique, par exemple, la réindustrialisation et puis la production d'hydrogène. Vous savez tous que là-dessus, ce que j'ai dit en juin est de plus en plus public. Hein. L'urgence, elle n'est pas là. Hein. Soit. Ça fait 5,8. Et RTE nous a dit, je fais à peu près 1,4 avec le renforcement de Rotorus jusqu'à Fos, qui est en cours. Et puis, j'ai besoin absolument de la ligne 4,4 qui partirait de Pierre-Saint-Vincent jusqu'à Fos. Et quand on dit RTE, mais là, vous doublez la consommation de la région sud.
Et vous doublez avec quelle production? Parce que 5,8 gigas, ça fait quoi? Ça fait l'équivalent de 4 EPR. On les sépare. Alors la RTE nous dit, mais c'est pas mon problème c'est de transporter, de faire des lignes. D'accord, ok, ça. Donc monsieur le préfet, lui, il entend qu'on ne pourra pas, de toute façon, pour 2028, nourrir tout le monde avec 5,8 gigas, c'est une contre-vérité. Donc, la découverte qu'on a faite pour pouvoir travailler notre solution alternative améliorée, vous allez prendre 4 minutes de vidéo, vous allez voir comme c'est un plaisir. Le projet Midi-Provence, le projet oublié. Tu veux bien passer les sandwichs? Bien sûr, Laura. Tiens, merci, petit frère. Moi, les gens au foot à manger. S'il te plaît, mamie. Ça fait une belle introduction. C'est intéressant. Les sandwichs, ça c'est presque des savants comme ça. Prenez le temps d'écouter cette vidéo, elle est exceptionnelle et elle est signée RTE. Active le son. Active le son. Ah, Laisse le doigt dessus. Ah. RTE. Vous allez tester. Ouais. Les blocs. Alors je veux le grand standard, le projet Midi-Provence. Ça y est, c'est parti. C'est encore plus facile. C'est parti. À l'horizon 2020, la sécurité énergétique du sud de la France sera renforcée. Une nouvelle liaison à très haute tension sera construite sous la mer Méditerranée. C'est le projet de liaison électrique Midi-Provence. En France, le réseau électrique s'appuie sur les liaisons à haute et à très haute tension. Ce sont de véritables autoroutes de l'électricité. Elles sont gérées par une entreprise publique, RTE. Sa vocation, assurer la solidarité énergétique entre les régions, parce que chacune ne peut produire exactement ce qu'elle consomme. Il faut donc maintenir en permanence l'équilibre entre offre et demande en tout point du territoire. Sans cet équilibre, beaucoup pourraient se voir priver d'électricité. L'une de ces autoroutes électriques relie le sud-est au sud-ouest. Mais dans un futur proche, elle ne suffira pas à elle seule à satisfaire cet équilibre. Cette situation fait courir un risque majeur. Si cet axe venait à disjoncter, il ne serait en effet pas possible d'éviter dans certaines circonstances un blackout de grande ampleur. Pour parer cette éventualité, RTE a mené plusieurs études afin de trouver une réponse technique adaptée. Et c'est en se tournant vers la mer que la solution la plus pertinente a émergé. Ce sera la liaison Midi-Provence. Traversant le golfe du Lion, cette liaison à courant continu fera la jonction entre l'Orne de Roussillon et PACA. Dans cette zone, les études montrent que les fonds du golfe sont propices à accueillir un tel ouvrage. Elles révèlent aussi que l'impact environnemental sera globalement inférieur aux solutions terrestres. Car RTE est particulièrement attentif à la préservation du milieu naturel. Bravo RTE! Bravo! Comme la pêche, la conchyliculture et le nautisme. Ainsi, l'emprise des travaux et la liaison auront peu d'incidence pour ceux qui vivent avec la mer. La liaison démarrera côté Provence par une courte section terrestre sur la zone industrielle portuaire du golfe de Fos. Puis elle prendra la mer. Deux câbles d'environ 14 cm de diamètre seront déposés au fond du large plateau sablonneux et vaseux du golfe du Lion sur près de 160 km. Afin d'éviter tout risque d'accrochage, ils seront ensouillés. À l'autre bout du golfe du Lion, la liaison Midi-Provence rejoindra la côte languedocienne. RTE y étudie plusieurs passages
afin de respecter la réglementation et les particularités des espaces routiers, tels que les activités maritimes et touristiques. Dans les terres, et quand cela sera possible, la liaison suivra les routes et les chemins existants. Ils seront parfaitement adaptés pour les travaux. Et cela permettra de réduire leurs impacts sur les activités agricoles et viticoles. Enfin, une station nécessaire à la conversion du courant continu en courant alternatif sera installée à chaque extrémité près des postes. Midi-Provence renforcera l'alimentation électrique de deux régions, mais cet ouvrage s'inscrit aussi dans la perspective de la transition énergétique désormais engagée, car développer le réseau de transport d'électricité ouvre plus largement le champ possible. Dans ce cadre, Midi-Provence permettra de fluidifier les échanges d'électricité dans le sud de la France. Pendant les 3 années de concertation qui précéderont le début des travaux, prévus en 2018, l'ensemble des acteurs du territoire, élus, services de l'État, associations et professionnels, détermineront le tracé qui fera l'objet d'une enquête publique. Ensemble, ils donneront ainsi naissance à un nouveau lien d'énergie pour le Sud. Il faut applaudir RTE, parce qu'en fait, cette ligne était dimensionnée pour faire 1 giga. Elle aurait dû être prête à 2020. RTE a certainement réorienté ses investissements, notamment pour faire les interconnexions avec les pays étrangers, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, et puis oui, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie. Et peut-être qu'ils ont oublié de faire cette ligne. RTE, vous l'avez dans le dossier de complément des études souterraines qu'a demandé le préfet. Le préfet a obtenu ce document qui est très important. On l'a eu en septembre, tout à fait par hasard, on l'a eu quelques jours avant la réunion du 27. Donc il a fallu qu'avec Jean-Laurent, il travaille en courant octobre. Dans ce document-là, on s'aperçoit que RTE, on va venir après, est tout à fait capable de faire 2 gigas en courant continu, enterré ou enfoui, suivant on se trouve. 4 gigas, c'est très compliqué parce qu'il faut espacer les différents faisceaux, et ils ont étudié les 4 gigas pour passer dans le pays d'Arles. Effectivement, quand on veut écarter les réseaux, on se retrouve avec une borne qui fait 20 mètres, ce qui est tout à fait possible. Vous allez voir la place que prend une 2 gigas, c'est tout à fait raisonnable. Et 2 gigas, ils l'ont fait entre l'interconnexion en enterré entre donc, la région de Perpignan et la région de Gérone, et ça fonctionne. Ils sont en train de le faire en Golfe-Gaston, entre, on va dire, Bordeaux et Bilbao, ça fonctionne. On me dit, RTE nous dit que oui, il y a des particularités sur le courant continu, c'est que dans l'année, il faut s'arrêter quelques jours pour faire la maintenance, et que pour les industriels, ça serait préjudiciable. Je suis désolé, mais si vous connaissez la région de Bilbao, elle est très industrialisée, la région de Barcelone est très industrialisée. Donc tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas du tout intéressantes. Et en plus, là je pense que monsieur le préfet ne sera pas insensible à ce qu'on va dire là, c'est qu'en plus, l'État, le 18 octobre dernier, a pris une décision de renforcer les projets d'éoliennes offshore dans le golfe de Lyon pour les porter à peu près 3,8 gigas, sachant que les éoliennes offshore tournent à peu près 4000 heures, ça fait l'équivalent d'un EPR, si vous voulez, en fonctionnement continu, et que ça serait fait en 2040. Et bien entendu, les éoliennes offshore, il faudra les raccorder pour amener l'électricité à force. Donc, notre projet alternatif, slide suivant, s'il vous plaît, il est d'une simplicité et d'un bon sens qui ne peut pas être contesté. Bien sûr, on peut toujours faire de la production d'hydrogène à Aramon, puisqu'à Aramon, qui est au-dessus de Jean-Pierre Saint-Vincent, dispose de réserves en électricité, du fait qu'il y a une centrale thermique, et ramener cela par un pipe d'hydrogène. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais la Chambre d'agriculture a été sollicitée par GRT Gaz pour passer un tuyau qui s'appelle un hydrogénoduc qui irait de Saint-Martin-de-Pau jusqu'à remonter la vallée du Rhône, c'est ce que j'avais dit le 19 juin.
Donc on mène des projets de façon séparée alors qu'il faut mettre de la cohérence, de la cohésion, ce qui n'est pas le cas. Et donc, notre proposition elle est simple. On fait rapidement 2 gigas en courant continu entre Jonquière, Saint-Vincent et Fos. RTE reprend son projet de Midi-Provence qui monte à 2 gigas. Et nous avons la possibilité donc de raccorder les éoliennes offshore pour venir sur Fos. Et quand RTE nous a dit dans la réunion, Jean-Laurent et moi, oui, mais ce qui est le plus important pour nous, c'est la sécurisation de la région de PACA. Alors, je fais partie de ceux qui ont quelques cheveux blancs qui se rappellent de l'histoire de l'Outre-Carrosse, que normalement, on devait sécuriser depuis Toulon et la région de Nice, avec cette ligne qui ne s'est jamais faite. Et la sécurisation n'a jamais été faite correctement, puisque c'est avec quelques lignes de 125 000. Et notre région reste une région extrêmement fragile. C'est une presqu'île électrique qui ne reçoit environ 60% de son électricité qui vient du territoire principalement de la vallée du Rhône. Et si on doit consommer plus, bien évidemment qu'on va encore être beaucoup plus en risque, et qu'il faut soigner le réseau électrique. Mais il faut le soigner en ne mettant pas, comme le disait mon grand-père, tous les œufs dans le même panier. Quand vous prenez le réseau de RTE, je suis désolé de dire des choses de bon sens. La région sud passe quasiment en totalité sur un seul poste qui est le poste de Tavel. Et donc on va faire une 4,4 giga qui va aller chercher encore sur Tavel. Et on ne sécurise rien. C'est ce que j'ai dit au service de l'État, vous n'y êtes pas. Donc pour sécuriser, vous faites 2 gigas d'un côté, 2 gigas de l'autre, et puisqu'RTE vient de travailler avec l'interconnexion à l'Espagne, on est interconnecté ici avec l'Espagne pour sécuriser le territoire. On est en train de parler de quoi? On est en train de parler de 5 millions d'habitants sur la région sud et 2 millions d'habitants sur ce qu'on appelait le Languedoc-Roussillon avant. On nous dit que c'est fragile, risque de blackout, mais la ligne 4,4 gigas qui va traverser notre territoire ne règle pas le sujet. Donc on a bien un sujet de sécurisation qui n'est pas traité. Notre solution le traite. Vous savez aussi peut-être, pour ceux qui lisent la presse, que la région Occitanie se bat pour avoir un Golfech, qui est juste après Toulouse, une paire de PR, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des sociétés qui viendraient de cette région-là. Et vous savez aussi comme moi que les décisions pour mettre une PR à Tricastin ne sont pas prises, elles sont prises à Bugey, elles sont prises dans le nord de la France, à Parmy et à Ravonie, mais elles ne sont pas prises à Tricastin parce qu'il y a des questions qui se posent sur les questions de débit, de température du Rhône, surtout lorsqu'on est en aval. Et Tricastin et Culas sont bien sûr plus bas que Saint-Alban et que Bugey. Donc notre solution améliorée, elle répond pleinement aux 4 critères dont je parlais tout à l'heure. Sécurisation, on a même 4 gigas, on répond à l'urgence, on va voir comment on répond à l'urgence, et bien sûr c'est 100% de terrain. Comment on répond à l'urgence? Jean-Laurent va vous parler tout à l'heure du tracé. Parce qu'on a eu beaucoup de débats tous les deux, et je lui dis, Jean-Laurent, si tu veux vraiment aller au bout de ta proposition de solution alternative, il faut que tu sois force de proposition en disant à RTE, monsieur le préfet, mais monsieur le préfet, votre 2 gigas, on vous fait le passage, vous passez comme ça. Et il va vous expliquer ce qu'ils ont fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le 2 gigas, Jonquière Saint-Vincent, jusqu'à Fos, une DUP non contestée à la fin de 2025, c'est possible, parce que vous êtes d'accord là-dessus. Je ne suis pas certain que la DUP sur la 400 000 aérienne soit possible en fin 2025, quand j'entends parler des juristes. Donc, il faut bien que l'État là-dessus prenne en compte le fait que vous avez proposé quelque chose qui peut fonctionner. Et donc, le renforcement de Rocco-Rousse 1,4, ça c'est tout à fait possible. 2025, la DUP sur Jonquière Saint-Vincent. Quand on creuse dans les documents de RTE, en étant sympathique avec eux, ils ont mis 4 ans pour faire une 2 gigas. Ça veut dire qu'en 2030, la 2 gigas peut être disponible. Ça veut dire qu'en 2030, on peut avoir 1,4 plus 2. Si je
quand on aura l'expert qui va regarder la planification des besoins énergétiques, avec le problème de la production, on va bien se rendre compte que si on a 3,4 gigas disponibles pour 2030, c'est largement suffisant et qu'on peut accueillir toutes les usines qui ne sont pas fausses. Et que faire peur aux gens là-dessus, c'est une hérésie. Parce que tout ne pourra pas se faire en même temps. Il y a des procédés qui ne sont pas crédibles avant 2035-2040. Donc notre solution, on va enchaîner sur les emprises au sol. Alors, dans le document de RTE, on vous a expliqué, ça c'est 2 gigas pour un continu. Pour faire 4,4 gigas pour un continu en souterrain, forcément il faut les écarter. Ces 3 câbles-là, il faut les écarter d'autres câbles, ce qui fait qu'il vous demande de prendre 21 mètres, ce qui ne marche pas. On n'est pas fait comme ça, on a pris 2 gigas, 1,55 m et 4 mètres tous les kilomètres au charbon de jonction. D'ailleurs, c'est ce que vous avez vu dans le film. Dans bien des cas, ça se met en bord de route. Et donc, Jean-Laurent va vous présenter le tracé tout à l'heure, il est parti sur ces données-là, qui sont des données issues des documents de RTE. On n'a rien inventé. C'est dans les documents de RTE. Voilà. Je dis ça parce que j'ai quelques critiques du côté de Marseille, de certains industriels qui disent Michel, mais t'es pas un énergéticien, je sais. Je suis juste un ingénieur de bon sens et je travaille avec les données de RTE. Et Jean-Laurent, on a fait que ça, travailler avec les données de RTE non contestables. Slide suivante. Alors, les coûts. On fait peur avec des milliards. Bien sûr que le courant continu, ça coûte plus cher. Mais il faut toujours relativiser les montants d'investissement. Vous savez, RTE a investi plusieurs milliards d'euros pour sécuriser la France avec l'Espagne, c'est-à-dire sécuriser l'Occitanie et l'Aquitaine avec l'Espagne. Plusieurs milliards d'euros d'investissement. Avec les 2 gigas pour un continu golfe de Gascogne et les 2 qui sont pour côté Perpignan-Gérone. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais notre président de la République, en juillet 2023, lorsqu'il est passé à Marseille, il a lancé l'idée de faire une centrale nucléaire précoce. Nous sommes fin 2024, personne n'a pris le bâton pour aller convaincre EDF de faire une centrale nucléaire précoce. Hein. Et en supposant qu'on fasse une centrale nucléaire précoce, pour faire les 4 gigas, vous multipliez par 6,7 milliards. C'est 6,7 milliards d'euros le gigawatt de PM. 6 x 4, 24. Et 6 x 7, 42, ça fait bientôt 8 millions d'euros. Donc, lorsqu'on se rend compte de ces chiffres-là, on voit bien que pour notre région, qui est une région, et je le dirai à des élus de la région, pour notre région qui est une région fragile, il faut soigner le réseau électrique. Et la dernière carte, c'est celle de passer encore en continu, comme je viens de l'expliquer. Donc, je sais que certains, du côté de Marseille et du côté de Fos, se battent pour avoir cette ligne aérienne. Mais ce sont les mêmes qui, bien entendu, n'ont pas pris le sujet lancé par le président de la République pour faire un certain nucléaire. Hein. D'accord ? Donc le sujet de la production d'électricité dans notre pays, et notamment dans la vallée du Rhône, il reste ici. Et faire croire qu'on va tout de suite nourrir des industries avec beaucoup d'électricité qu'on n'a pas forcément, ça ne va pas être au détriment des citoyens, c'est pas possible. Donc il faut revenir à la raison, et je pense que beaucoup ne sont pas dans le raisonnable. Alors les milliards, ça fait peur, mais c'est pas ça qu'il faut présenter. Slide suivant. J'ai fait un peu de finance. Alors la finance, c'est simple. On prend les milliards et on les transforme en ce qui parle à la population. Un investissement comme RTE, il s'amortit sur 25-50 ans. Hein. Comptable, et la durée de ligne, c'est bien sûr plus que 50 ans. Quand vous ramenez l'investissement industriel et que vous rémunérez le capital de RTE à 5-5%,
c'est des calculs que j'ai faits, et que vous le revenez à la capacité de transport de chaque ligne, eh bien, oui, c'est moins de 1 centime le kilowattheure transporté. Et vous payez aujourd'hui 25 centimes. Là, je l'ai fait ramener aux lignes, sachant que nous sommes dans un système où c'est la péréquation nationale qui joue. Nous payons tous le renforcement avec l'Espagne, nous le payons dans le turc, ce qu'on appelle le prix du transport de l'électricité. Donc, cessons de faire peur aux populations sur les milliards. Ensuite, c'est pas le budget de l'État, c'est payé par la facture de transport d'électricité dans vos factures respectives. Et donc RTE a tout à fait la possibilité d'aller voir la commission de l'organisation de l'énergie pour lui dire écoutez, moi j'ai quelques difficultés pour passer ma ligne aérienne, par contre je peux passer en intérêt, ça coûte un peu plus cher, et finalement dans le temps je vais m'y retrouver. J'ai même pas abordé le sujet de la sécurité enterrée, c'est quand même beaucoup plus sûr, mais ça j'en vais vous le dire. Voilà, donc moi, avant de passer la parole à Jean-Laurent, qui va vous parler du tracé, parce que là, j'avais employé un mot, et je le redis avec force, c'est le mot de co-construire. Et ce que Jean-Laurent va vous présenter, c'est vraiment de la co-construction, et Jean-Laurent va faire un cadeau à RTE au préfet en lui expliquant par où il faut passer. C'est un cadeau. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Bravo. Pardon. Alors moi, je veux juste conclure sur un point. Ça fait plus de 40 ans que je travaille pour ma région. Avec mes 32 ans de port, je continue encore à travailler, je suis à vos côtés. J'ai travaillé pour un établissement public de l'État. Je connais bien l'État, je connais bien son mode de fonctionnement. Et je le dis à monsieur le préfet qui a une décision pas facile à prendre. Je le dis au président de RTE qui a une décision pas facile à prendre. Ce sont ces deux personnes-là qui sont dans une position compliquée d'arbitrage. Je leur dis, notre solution, c'est la meilleure. Elle répond aux 4 critères. Sécurisation de la région, l'urgence, on a même 4 gigas et elle est 100% enterrée. Notre solution est bien meilleure que la solution de RTE, même si elle coûte un petit peu plus cher. Et donc, monsieur le représentant de l'État, la décision que vous allez prendre, elle n'est pas pour 2028. La décision que vous allez prendre, elle est pour 2050. La décision que vous allez prendre, elle sera jugée non pas par moi, j'ai les cheveux blancs, mais par nos enfants et nos petits-enfants. Donc, prenons le temps de prendre la bonne décision. Et je passe la parole à Jean-Laurent parce que c'est la première fois que les agriculteurs et le monde environnemental va proposer un tracé pour passer un câble. J'ai jamais vu ça, c'est remarquable. Bravo à vous. Donc, du coup, vous voyez le tracé qui a été travaillé en fonction de l'enterrement d'un câble à 50 pour 2 gigas. Et donc, il est dans 6 tronçons. Il part de Joker avec d'abord une station de conversion pour transformer le courant alternatif en courant continu. Ensuite, le long de départemental de A à B sur les terres, comme ça a été présenté dans le film de RTE, on peut l'enfouir. Ensuite, de B à C, c'est le long de la rive ouest du Rhône sur les propriétés du Cimabel. Donc, on a regardé ça, j'en parlerai plus tard, on a regardé ça avec le Cimabel. Ensuite, donc, il est enterré dans ces parties rouges, il est ensouillé, c'est-à-dire enfoui dans le Rhône au niveau d'arbres, parce qu'il est difficile de passer. On pourrait passer à l'extérieur pour revenir après l'arbre, mais on passe beaucoup en terre agricole. Et l'idée, c'est de passer, après un avis de possibilité de la CNR, de passer dans le Rhône. Avec un point important qui m'a été souligné et qui est réel, c'est qu'il y a des trésors archéologiques dans le Rhône et qu'il est clair qu'il faudra regarder. Alors, on a déjà pris des contacts avec les services publics et les archéologues pour essayer de regarder si c'est possible ou pas. Bien évidemment, si ce n'est pas possible, on passera par une solution enterrée qui évite Arles par ouest. Ensuite,
DAE, c'est la seule partie où on est sur des terres agricoles. Là, on ne peut pas, dans cette solution, éviter complètement les terres agricoles. Et ensuite, F, AG, c'est le fond bord du canal maritime qui est aussi une propriété publique. Donc là, on est sur, et bien sûr, au bout, une nouvelle station de conversion pour retransformer le courant continu en courant alternatif et fournir la zone de fosse, sachant que le secteur est plus court, puisque la solution RTE fait 65 km et celle-ci fait 53 km, pour une raison simple, c'est que là, vous avez la station de pompage en eau industrielle du Grand Port Maritime de Marseille, il y a la place des 5 hectares pour faire des travaux, et surtout, il y a toutes les lignes de haute tension qui sont déjà là, donc il n'est pas nécessaire de les prolonger. Donc, voilà un peu le tracé pour 2 gigas, qui est fait. Alors, passons à la diapo suivante. Non, on va regarder ça. Alors, on a regardé, j'ai été directeur des développement industriel à FOS, et vous savez qu'à FOS, on a beaucoup de lignes de RTE en 225 000. Très sincèrement, sous les lignes, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire sous les lignes. Donc je ne parle même pas des effets en électromagnétique, je parle de l'usage. Donc les lignes, solution RTE, 65 km, ça fait une bande de 200 mètres. Ça fait 1300 hectares. Et nous, notre solution, en cotant les stations de conversion et en comptant également la partie enterrée de Midi-Provence, on est à 50 hectares. Donc, quand RTE dit que l'enterré va prendre plus de place, oui, si tu fais des saignées de 4 gigas, mais c'est pas ça qu'on fait. Donc, en fait, là aussi, désolé de les contredire, mais notre solution, c'est celle qui a le moins d'impact foncier, en plus du tracé qui est proposé par les gestionnaires d'espaces naturels et les agriculteurs. La difficulté dans le Rhône, on la travaillera avec la CNR, avec la BRASM, et puis on trouvera forcément des solutions pertinentes, comme RTE les a trouvées. Ils ont traversé la Gironde, ils ont traversé les fleuves, ils savent faire, ils sont très compétents. Juste change de paradigme. Voilà. Alors, pour revenir plus en détail, la solution proposée, elle est validée par 3 groupes de personnes, c'est-à-dire les agriculteurs. Il faut savoir que le système, donc on a rencontré les fédérations agricoles, les agriculteurs concernés, pour voir si cette solution leur convenait. Elle leur convient pour une raison simple aussi, c'est qu'à 95-96%, elle est sur terrain public. Elle est simplement à 4% sur des terrains agricoles où il faudra négocier avec les agriculteurs les conséquences de passage, voire en proposer d'autres si possible. Donc 96% en terrain agricole. Elle est aussi sur des terrains qui sont des remblais, qui sont des bords de type, qui sont des bords de route. Et là encore, les gestionnaires d'espaces naturels et les associations de protection de la nature ont validé le fait que l'impact soit plus faible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas d'études d'impact, bien sûr qu'il en faudra, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, de but en temps, l'impact prévisible de cette solution est beaucoup moins fort que l'impact imaginé. Et dernier point, nous avons travaillé en collaboration avec le CNRM, et le CNRM a validé la faisabilité technique d'un tel tracé. Donc aujourd'hui, c'est un tracé qui a peu de chances d'être combattu. Exception près du passage là, où il faudra vérifier véritablement si les trésors archéologiques comme Fouillé-Varonne ne sont pas menacés par un tracé pareil, mais là encore, il va falloir rencontrer les scientifiques et les gestionnaires du patrimoine archéologique pour voir si c'est faisable ou pas. Donc, pour sécuriser le territoire, je vais vous montrer que l'idée, c'est de créer des liens d'énergie qui sécurisent, comme vous l'a présenté Michel, et d'autre part, qui permettent de concilier industrie, parce que, encore une fois, et pour le répéter, le collectif Stop THT n'est pas contre le développement industriel. Le port de Fos a été fait pour développer l'industrie dans les années 70. Il reste 10 000 hectares à utiliser. C'est un grand port qui permet de faire ce type de choses. Ils ne sont pas opposés à ça. Agriculture, bien sûr,
traverser des zones agricoles et stériliser 1300 hectares agricoles dans cette zone, c'est pas acceptable. Biodiversité, les collègues, puisque je suis biologiste aussi, vous l'ont montré, l'importance essentielle pour des espèces qui sont fortement menacées et où beaucoup d'argent public européen et français ont été dépensés pour les protéger. Et bien sûr, le tourisme, qui est un des moteurs du pays. La diapo suivante. Donc là, vous avez en gros la synthèse de ce que vous avez dit, Michel. Si tu veux. Oui, je reprends. Alors, sur cette synthèse, parce que ça va circuler, forcément, cette carte, elle part toute seule. Le poste important qui s'appelle La Gaudière, l'équivalent de Tavel, qui est juste derrière Narbonne. Ici, c'est pour la Nouvelle. Donc, Midi-Provence. Les éoliennes qui pourraient suivre donc, le raccordement, parce que l'idée des éoliennes pour l'État, c'est de ramener l'électricité à poste, ce qui a du sens. Et donc, ce qui est en rouge, ce sont les 400 000 volts existants, ici, quand on vient du nord de Tavel, et puis le renforcement serait. Et donc, ce qui est en orange, c'est ce que nous proposons. Si RTE avait déjà fait Midi-Provence, on avait déjà un JLE+. Ça ne doit pas être bien compliqué de ressortir les dossiers de Midi-Provence, puisqu'il y avait déjà eu une instruction faite par les services de l'État, y compris du côté de l'arme d'offre Sillon, de les ressortir. Moi, j'ai simulé du DUP à 2027, 5 ans de travaux, ça fait 2032. Et donc, moi, je pense, c'est ce qu'on va redire après cette séance, on va expliquer aux élus de la région, on va expliquer aux SGA, aux préfets. Si vous prenez la bonne décision, vous aurez sans problème vos 5,8 gigas pour 2032. Et le challenge, c'est plus nous, c'est ceux qui portent des projets. Il faut qu'ils soient à l'heure. Il faut qu'ils soient à l'heure. Et là, il y a des doutes. Voilà. Donc, ce schéma-là va circuler. Et ce schéma-là, c'est vraiment le bon schéma pour nos enfants et nos petits-enfants, je l'ai dit tout à l'heure. Trop long, la passion, ça fait causer. Donc là, en gros, la synthèse un petit peu, donc il y a une opportunité de la saisine de la CNDP qui permettra d'aboutir à un projet industriel exemplaire et démocratique. Donc normalement, le commissaire Passerieux devrait annoncer cette saisine et surtout les dates de la CNDP. Le tracé enterré et ensouillé, réalisé à 80 à 100% sur le terrain public, avec un impact sur l'agriculture proche de zéro et faible sur l'environnement et la biodiversité. Un tracé faisant l'objet d'un préaccord de principe des organisations agricoles, des associations de protection de la nature et du CIMADREN. Peu ou pas de recours, frais de justice réduits pour RTE. Ça veut dire qu'en gros, ce tracé fera l'objet de peu de contentieux. Beaucoup moins de mesures compensatoires, bien évidemment, peu de frais d'entretien du réseau électrique enterré en soulier. Vous avez entendu parler des dernières tempêtes qui ont provoqué de graves coupures d'électricité pour les habitants. Principale raison, ce sont des arbres qui tombent sur des lignes. Donc à partir du moment où c'est enterré, ce problème, encore une fois, de sécurisation de la population existe. Donc ensuite, il y a aussi des critères, c'est-à-dire que cette solution, bien qu'elle soit plus chère, elle est aussi plus respectueuse de l'agriculture, plus respectueuse de la biodiversité, donc elle peut faire l'objet d'aides financières de l'Europe. Donc des programmes du type FEDER, des programmes du type LIFE peuvent abonder en financement sur un projet qui sera labellisé respectueux de l'environnement et de l'agriculture. Et dernier point, les possibilités de mécénat pour ces projets exemplaires, puisque c'est un projet jamais fait en France, fait vers l'étranger mais jamais fait en France, il y a aussi la possibilité d'exemplarité et pourquoi pas aussi des moyens financiers à trouver pour pouvoir cibler ou des fouilles préventives dans l'Europe avant l'implantation d'un tracé. Diapo suivante. Alors, c'est une comparaison audacieuse qu'on voit à Elisabeth Jette, qui nous l'a susurré en disant aujourd'hui, on a sauvé Notre-Dame de Paris, c'est un patrimoine historique, architectural, culturel et religieux unique au monde. On a sauvé ce lieu et on a bien fait.
C'est un monument là, pour chacun d'entre vous a vu, peut-être certains y étaient, c'est merveilleux, et on a fait ça en 5 ans. Donc c'est merveilleux, c'est extrêmement rapide. La Camargue, en Camargue, Crau, Terre d'Argence, la France doit être capable de préserver un patrimoine paysager, historique, biologique, culturel et de l'art unique au monde. La Camargue, elle est connue dans le monde entier. La valeur biologique de ces paysages, de sa culture, des cultures rurales, est unique au monde, sans parler des cultures romaines, puisqu'il y a aussi les canons de Marius, qui est une des raretés dans la romanité. C'est un ouvrage, en réalisant un ouvrage énergétique, stratégique, enterré et ensouillé en 3 ans. Si on a réussi à sauver un patrimoine mondial en 5 ans, la France est capable de sauver un patrimoine culturel, paysager et biodiversité en 3 ans. C'est le pari qu'on souhaite donner à la France et qui sera exemplaire sur ce sujet. Merci Michel, merci la parole est à la conclusion. Monsieur le maire, président de la communauté de génération, je vais être très court. Après une telle démonstration, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette réunion? 3 choses. Déjà, un gros travail qui a été fait entre la première réunion et celle-ci. Donc, merci Jean-Luc, merci Séverine et Isabelle, merci à toute l'équipe. Merci Michel, merci Jean-Laurent de cette démonstration impeccable. Je vais y revenir 2 secondes. 1, on a appris et on a répété, on n'est pas contre le développement de fosses. C'est pas les uns contre les autres. Ça, c'est très important de le souligner. 2, on voit bien qu'on participe, nous aussi, avec ce projet-là, ce contre-projet, à la décarbonation de notre industrie. Ça, c'est le deuxième point qui est important. Et la 3e chose, et elle est capitale, c'est que on ne s'oppose pas pour s'opposer. On n'est pas stérile dans l'opposition. Et pour nos politiques, c'est très important. Quand on s'est tous manifestés, tous ensemble, en dehors des partis politiques, pour dire on ne peut pas accepter ce projet-là, il nous fallait des billes. Il nous fallait une démonstration, vous nous l'avez apporté ce soir à les magistrats, donc on va pouvoir comme ça l'utiliser et la démontrer. C'est une main tendue vers l'État. Je suis persuadé que monsieur le préfet saura la prendre. Quant au petit bout de la traversée d'Arles dans le Rhône, moi je trouve ça formidable. Ça va enfin accélérer les recherches archéologiques dans le Rhône. Et ça va encore plus notre magnifique musée archéologique du département. Donc c'est génial. Et merci encore, merci à tous. Je crois que vous méritez tous les deux la médaille d'honneur de la ville d'Arles. Merci beaucoup, merci de votre patience. L'événement du collectif qui a acheté face à la beauté et à la richesse de nos territoires, le fuseau de moindre impact, c'est celui qu'on ne voit pas. Merci beaucoup.